version est enregistrée à l'avance en cas de petits problèmes Internet. Donc, nous allons parler ensemble aujourd'hui du développement de la numératie, l'intérêt de la transposition dans la vie quotidienne. Pour le colloque Pôle handicap, apprentissage et scolarisation de l'association des carrés dans des ronds. Donc d'abord, je me présente, je m'appelle Caroline Favchamp, je suis institutrice primaire dans l'enseignement spécialisé depuis 1999, ça fait déjà 24 ans. Je travaille actuellement à l'ESPCCF Sèvres. J'ai également un groupe Facebook et une page de la classe de Caroline, avec 2 A. Je suis membre du CPME, Comité paramédical et éducatif de l'Association française du syndrome de Rett, présidente de l'Odyssée de Julie et Pablo, qui organise des cafés papotes et qui a local un espace ressourcé à Des-sur-Liège. Je suis administratrice Isaac francophone et secrétaire au sein de l'association, animatrice à PICA, membre du collectif C'est à ma voix mes droits, administrative à l'univers de RAF, et je suis également formatrice pour l'adaptation des jeux de société en communication alternative améliorée et d'outils maths. Et puis, évidemment, je suis aussi une maman de Pablo, entre autres, qui a un polyhandicap et qui est mon formateur principal. Nous allons parler donc de numératie. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que la numératie? C'est l'ensemble des connaissances en mathématiques permettant à une personne d'être fonctionnelle en société. Alors, nous allons prendre des exemples de notre vie de tous les jours. Pour lire un thermomètre, pour avoir des notions spatiales comme près de, à côté de, en haut et en bas. C'est utile, par exemple, pour dire où se trouve tel livre dans la bibliothèque, à côté, dans l'étagère du bas, à côté du bac, le 3e livre à gauche, etc. L'argent, la monnaie rendue, ne pas se faire arnaquer trop facilement, de vérifier que, de prendre aussi donner un billet le plus proche possible de ce qu'il faut payer. Le volume de peinture acheté. Donc, pour ne pas se faire arnaquer et acheter un gros pot de 10 litres alors qu'un litre nous suffira. La distance à parcourir pour aller quelque part, le temps à attendre avant son train. Tout ça nous aide beaucoup et nous est indispensable dans la vie quotidienne, c'est la numératie. Alors pourquoi il y a si peu ou pas de maths du tout proposés aux personnes en situation de handicap, et encore plus polyhandicap? J'ai plusieurs petites raisons trouvées dans des études, mais aussi dans notre vie quotidienne. Déjà, les nombreux adultes ont de mauvais souvenirs de leur scolarité en mathématiques. Je suis sûre que parmi vous, il y en a qui n'aiment pas les maths ou qui pensent qu'ils ne sont pas bons en maths. Déjà parce qu'il y a souvent beaucoup à étudier. Les résultats sont décevants parfois alors qu'on a étudié énormément. On se demande à quoi ça sert. Ça semble abstrait, élitiste. Il y a même une étude qui montrait qu'un tiers des parents pensent que l'intérêt de cette matière, c'est avant tout qu'elle représente un sésame pour de meilleures études. Et puis pour nos enfants, en plus, la manipulation est difficile ou impossible. Et ça semble être un frein, puisqu'on nous apprend dans nos études de pédagogie qu'il faut d'abord manipuler en mathématiques. Alors on se dit, pourquoi embêter cette personne en situation de handicap avec des maths alors que la plupart des gens voient ça comme une corvée? Déjà, parce que le cerveau, il s'use lorsque nous ne s'en sert pas. C'est Albert Jacquard qui le dit, et je suis vraiment très d'accord avec ça. Stella Baruch a dit qu'il faut proscrire tout soupçon d'inaptitude, soupçon qui équivaut à un poison qu'on inoculerait à un enfant, et qui, petit à petit, le paralyserait au point de justifier ce qu'on croira alors être un jugement pertinent. Effectivement, si on se dit que telle personne n'est pas capable d'apprendre quelque chose, on ne l'apprendra pas, elle n'y arrivera pas. Et on se dira, voyez, on a raison. Aucune personne avec polyhandicap n'arrive à utiliser les maths, à comprendre la notion de nombre, mais on n'aura jamais appris, ou pas bien parfois. Ce qui prédispose de pouvoir comprendre des informations, ce n'est pas que l'intelligence supposée. En revanche, ce sont les apprentissages qui développent l'intelligence. Plus l'enfant traite d'informations de nature différente, plus il rend son intelligence flexible et plus il peut intégrer de nouvelles informations. Moins l'enfant traite d'informations,
plus il rigidifie son système cognitif, plus il amoindrit sa capacité à apprendre. C'est donc une erreur pédagogique de donner moins d'informations à traiter à des enfants en difficulté. Au contraire, il semble important d'enrichir leur niveau de connaissance et de les varier. C'est Pascal Toscani qui le dit dans Apprendre avec les neurosciences. Et Joseph Storder nous dit dans Comprendre, apprendre et mémoriser. Mais avant de continuer, une petite remarque s'impose peut-être par rapport à l'expression sauf atteinte neurologique, puisqu'il en parle avant. Tout ce qui est dit pour la recherche de bonnes sollicitations favorisant l'apprentissage est pertinent pour tout le monde. Mais les résultats attendus ne seront pas nécessairement au rendez-vous si les neurones spécifiques de cet apprentissage sont lésés. Le sauf porte bien sûr sur les résultats possibles, pas sur les types de sollicitations nécessaires. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas sûr d'y arriver qu'il ne faut pas essayer. Et puis le chemin vaut la peine de toute façon où qu'on arrive. Et puis dans la vie quotidienne, c'est utile aussi. On l'a vu. Donc par exemple au magasin, de pouvoir un peu ne pas trop se faire arnaquer, avoir une idée de combien va coûter les choses, ne serait-ce que pour accepter de ne pas avoir tout ce qu'on veut, mais aussi pour une autonomie plus large. Pour compter les nombres de dodo avant d'aller à quelque part, le nombre de jours aussi, hein, si on ne veut plus parler de dodo, la durée qu'il faudra, pour montrer qu'on est aussi grand, plus petit, que sur les épaules de papa, on est encore plus grand que maman, par exemple. Quand on joue, pour montrer j'ai plus de voitures que toi, hop, là, elle a bu plus de thé, elle va donner un plus petit verre. Et il y a aussi pour la littératie. Il en faut dans tout. C'est utile de toute façon dans toutes les matières, c'est toujours combiné ensemble. Mais alors, comment? Parce qu'on a répondu pourquoi, mais le comment aussi. Déjà des aménagements visuels. Dans le... je disais justement, je vous mettrai la référence par après, vous aurez la référence de tout ce que je dis, des livres et aussi des citations, que en cas de handicap moteur, d'hémiplégie, paralysie cérébrale, etc., il est important d'utiliser toujours les aménagements raisonnables de la dyspraxie visuospatiale. Donc, des aménagements pour l'organisation du regard, des moyens d'accès qui ne les mettent pas en double tâche, des moyens d'accès automatisés, avec des gestes automatisés, présumés des compétences, et puis les bonnes bases. Et on va en parler beaucoup aujourd'hui. En mathématiques, partons sur des bonnes bases. On va prendre l'exemple du nombre. Le monombre ou le nom des nombres. Donc voilà, le monombre, comme dit Stella Baruch, ou le nom des nombres de Rémy Récieux. Voilà par exemple plein d'exemples de nombres de chiffres auxquels sont confrontées la plupart des personnes. C'est ce qu'on rencontre le plus souvent. Parce que les noms de nombres ont différentes significations. Par exemple, ici, vous voyez le 46 sur une maison, le dossard d'un coureur, on pourrait aussi avoir le numéro 10 du joueur de foot, les numéros sur la télécommande, les jours du calendrier, le numéro de l'étage, le bus. Et là, c'est appliqué. Petit clin d'œil aux Liégeois, ceux qui habitent dans la province de Liège comme moi, c'est un bus que j'ai pris. Mais tout ça, vous voyez des chiffres. Ce sont des numéros. Effectivement, quand vous appuyez sur le 3 sur la télécommande, vous allez voir la troisième chaîne, mais vous n'allez pas voir trois chaînes en même temps. Quand le joueur, on dit le joueur 13 passe la balle au 5, ça ne veut pas dire que c'est 13 joueurs qui passent la balle à 5 joueurs. C'est le joueur numéro 13 qui passe la balle au numéro 5. Donc lors des premières rencontres de l'enfant avec les écritures chiffrées, le plus souvent, celles-ci ne désignent pas des nombres, mais des numéros. Au contraire, ici, vous voyez 6 cubes, 3 couverts. Il y a une fourchette, une cuillère et un couteau. Ce sont 3 couverts. Il y a 2 doigts levés sur une main, 2 doigts se lever sur une autre main. Donc en tout, on a 4 doigts levés. On voit 4 roses dans le coin. Et en dessous, un bouquet
où il y a 7 roses. C'est un bouquet de 22 fleurs. Dans tous ces cas-là, on parle bien de nombre de cubes, nombre de couverts, nombre de doigts, nombre de roses, nombre de fleurs. On répond à la question de combien de. Alors là, je n'ai pas préparé pour faire écouter, mais écoutez-la de votre côté. La chanson de Beyoncé, et c'est une sur laquelle je me vois encore en train de danser récemment. Je me dis, ah, elle est sortie en 2003. Oui, c'est pas tout près, mais ça va encore. Par contre, si je me dis, elle a 20 ans cette chanson, 20 ans, c'est presque l'âge de mon fils aîné. C'est incroyable, comme ça fait une autre sensation. Prenons un autre exemple. Ici, nous avons donc une pomme, une poire et une orange. Si je veux les compter, souvent en faire, je montre la pomme et je dis 1, on montre la poire en disant 2, on montre l'orange en disant 3, et puis on s'arrête et on dit il y en a 3. Ce serait un peu, dans le langage, pour beaucoup de personnes, comme si je disais pomme, poire, orange, il y a orange. Comme si orange, quand je le cite, signifiait que je parlais des autres fruits aussi. Idéalement, on devrait dire il y en a un, c'est la pomme, un deuxième avec la poire, fait 1 et 1, 2, et l'orange, 3. Donc, la pomme, ça fait 1, et la poire, ça fait 2, et l'orange, ça fait 3. 3 fruits. On voit l'ensemble, là, le groupe des 3 fruits. Et les doigts n'ont pas toujours la même configuration. Je peux les avoir comme ça, comme ça. Il faut toujours faire attention quand on fait comme ça, de ne pas avoir celui-là tout seul. Stella Baruch le dit bien, qu'il y a une importance extrême du sens à donner à une langue quantitative. Elle dit qu'il faut commencer par le langage pour les mathématiques. Voilà un petit exemple. Ici, on a un mot, bol. Bol, c'est un mot n'importe lequel, et c'est un seul mot, quantité, de 3 lettres. 357, c'est un nombre de 3 chiffres qui se dit avec 4 mots. 357. 100, c'est aussi un nombre de 3 chiffres aussi, et se dit avec un mot. Et alors, si on va pour les Français à 399, c'est encore pire. On voit la polysémie des mathématiques en français, entre le 1 et 1 déjà, qui a une signification, un nombre, n'importe quel mot, et en même temps 1 pour la quantité un seul, et puis tout ce langage qui est compliqué. Comme le comptage, je disais tout à l'heure, si on fait 1, c'est un peu comme les fruits, c'est comme si c'était rien que le pouce. Le 2, ce serait que l'index, etc. Alors que ça, c'est vraiment un comptage. Là, on va faire 1, c'est un doigt. 2, c'est les 2 doigts. 3, 3 doigts. Vous voyez sur le dessin, il y a la différence. Pour faire ça, on va décomposer. On va proposer de dire 1, et encore 1, 2, et encore 1, 3. J'ai 3 doigts ou une correspondance avec des objets qui ont des nombres. Ici, ça permet d'avoir une décomposition et d'office de différencier du numéro. Il n'y aura pas d'erreur. On risque moins l'amalgame. Vous allez me dire, les doigts, pour nos enfants, c'est pas super évident de bien les utiliser. Alors, on peut faire, par exemple, ici, les mains à compter. C'est de la feutrine. Et là, je vais décalquer les mains de mon fils même. Un peu de velcro. Et voilà, on peut les représenter en plus de nos doigts avec leurs petits doigts en feutre. Un autre exemple de configuration différente, on a qu'avec les doigts, c'était bien de changer. Là, vous avez 5. Vous voyez un groupe de 2, un groupe de 2 et encore un groupe de 1. Et vous avez d'autres représentations de 5, qui sont 5 aussi. Si vous restez toujours sur le schème du dé, qu'on voit au centre, ça risque de poser des difficultés, de ne pas être de bonne base. Il y a moyen aussi de le représenter autrement par des groupes et une organisation, mais avec des couleurs différentes. On voit que c'est 2 et 3, 2 pions rouges et 3 pions bleus.
Ceci vient du groupe La classe flexible de Madame Stéphanie. C'est un exercice ici de jeu des nombres de chez Atseo. On le voit aussi avec la droite numérique. Si vous la présentez où 1, c'est bien l'intervalle, le 2, c'est tout, 3, vous voyez, ça regroupe bien, ça fait des groupes, tandis qu'en dessous, c'est comme si le premier trait valait 0, le deuxième trait 1, le troisième trait 2, etc. Vous voyez tout de suite la différence de sens. Voici de nouveau des photos de la classe flexible de Madame Stéphanie. Vous voyez un cerceau avec des morceaux de mousse découpés, c'est des mousses de tuyaux. Et vous voyez qu'il y en a 5 sur le cerceau, ça ne saura pas sortir. Et on peut les organiser comme on veut. Là, elle a mis 4 d'un côté et 1 de l'autre. En les faisant glisser, on peut avoir 2 d'un côté, 3 de l'autre, et ça reste toujours 5, puisqu'on ne sait pas les retirer. Elle a fait la même chose avec des bracelets et des colliers, sur lesquels elle écrit, vous voyez, un 10 par exemple. Et on peut les organiser de différentes décompositions, en 2 groupes, 3 groupes ou plus. Le nombre restera toujours le même. Vous voyez aussi une décomposition là dans l'outil en bois qui a été creusé, fabriqué maison, je pense. Et alors, vous voyez, vous pouvez faire la décomposition ou la recomposition suivant dans quel sens vous le mettez. Il y a 5 billes, elles ont été partagées en 2 groupes, décomposées en 2 et 3. Dans l'autre sens, vous pourrez très bien les remettre ensemble et 2 plus 3 égale 5. Vous avez aussi chez Léonine Ressources un peu le même principe qui s'aimante et qui se met sur le frigo sur un tablier blanc. J'aime bien les fleurs des nombres et en utilisant bien le principe des cartes mentales parce que je trouve que c'est comme les cartes mentales. Quand on les prend et qu'on les imprime d'Internet, on ne profite que de quelques pourcents de leurs avantages. Tandis que quand on les construit avec l'élève, avec la personne la construit elle-même, là on profite vraiment de tout. Donc quelques petites règles des cartes mentales qu'on voit ici sur la fleur des nombres, c'est qu'on a un centre dans lequel on a écrit le chiffre, le nombre en chiffres. Après, vous avez des pétales qui sont courbes donc et qui rejoignent le centre, comme dans les cartes mentales. Et ces courbes, avec une couleur différente, et idéalement, c'est 5 ou 6 pétales maximum, 5 étant l'idéal. Dedans, on met ce qu'on veut, qui nous représente ça. Le 5, par exemple, moi je pense que je mettrais une main avec 5 doigts. Je pense que je mettrai une photo de mes 3 enfants et de mon mari et moi. Nous sommes 5. Je mettrai peut-être 5 biscuits. Voilà, on peut mettre les 5 jours de la semaine d'école. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc. Donc il faut mettre ce qui nous fait penser à nous à 5. Si vous faites 2 par exemple, et que on pourrait vous propose de mettre un vélo, on se justifie parce qu'il y a 2 roues. Si la personne le justifie en disant un vélo, je peux le mettre dans 1 parce qu'il y a un vélo, mais j'ai envie de le mettre dans 2 aussi parce qu'il y a 2 roues. Et si c'est tricycle, je peux le mettre dans 3 parce qu'il y a 3 roues. Suivant, une voiture pourrait aller dans 1 si on le voit comme une voiture, ou dans 4 avec 4 pneus, ou en 2 avec 2 phares par exemple, etc. Si vous proposez, comme ça se fait souvent, plein de configurations de nombres ou d'objets, etc., et vous demandez d'aller les remettre dans les bonnes fleurs du nombre, ce sera différent comme exercice. C'est pas mauvais, mais ce sera différent. Après, vous pouvez les mettre, soit vous en faites la photo, vous pouvez le faire avec des objets donc, avec des photos que vous prenez, ou avec des pictos, où vous dessinez, et ensuite soit vous le mettez dans une pochette en plastique dans un classeur, ou vous en faites la photo si c'est un grand en tissu avec des objets dedans. Et donc vous le glissez dans le classeur au bon endroit et vous allez ainsi créer en plus la suite des nombres avec une itération. Comme on tourne une page, on en a un de plus, j'ai le nombre suivant, où je vais derrière, je recule de 1 et j'ai -1, j'ai le nombre précédent. Alors lorsque les bases ne sont pas solides, là vous voyez un mur, je l'ai mis, on le voit moins bien, mais fissuré. Les difficultés apparaissent au cours de la scolarité à différents moments, quand les techniques de compensation de la personne ne suffisent plus. Et Stella Baruch dit d'ailleurs que ce serait tellement mieux, plutôt que de devoir réparer les enfants, de ne pas les abîmer. Et donc, de nouveau, de partir sur des bonnes bases directement. On donne l'exemple d'une élève qui dit que 99 plus 1, on lui demande combien c'est. 99 plus 1 égale 100. Très bien.
En fait, on lui demande tout de suite, et 100 moins 1 égale? Oh, je sais pas. Et là, elle recompte tout. Donc, elle n'a pas eu une bonne, elle a retenu par cœur que 99 plus 1 égale 100, mais elle n'avait pas une bonne compréhension du nombre dans ce cas-là. Un autre exemple, c'est un enfant à qui on dit combien y a-t-il de jetons? Alors il compte 1, 2, 3, 4. Alors on redemande, donc il y a combien de jetons? Il recommence. 1, 2, 3, 4. Il n'arrive pas à dire il y a 4 jetons. Là, ça montre une mauvaise compréhension de nouveau du dénombrement. Comme un petit garçon à qui on demande quel âge as-tu? Alors il montre sa main et dit 4 ans, comme ça. Ah, 4 ans comme ça alors. Non, non, c'est 4 ans, c'est comme ça, pas comme ça. Là, de nouveau, on voit qu'il n'y a pas une bonne compréhension encore du nombre. Moi, ça me fait penser aussi à des amis qui étaient en secondaire avec moi et qui étudiaient par cœur les énoncés des mathématiques, des problèmes, etc., sans vraiment les connaître et puis les comprendre, pardon, et qui après changeaient juste les données et qui les résolvaient de la même façon. Ce qui leur demandait un travail énorme et puis à un moment donné, ça bloque. On voit tous ces exemples-là. Ceux avec l'âge et de compter, ça peut passer, évidemment, mais ça complique fort les choses et à un moment donné, ça bloque. On n'y arrive plus, la compensation ne suffit plus parce que étudier plein de trucs et astuces dans sa tête et de calculs par cœur, à un moment donné, c'est plus possible. Alors, on conseille de prendre dès le départ le bon chemin pour le rendre de plus en plus simple par les répétitions. Le bon chemin dans notre cerveau, je parle. Donc, vous voyez, le cerveau aimant beaucoup l'économie d'énergie, il est un peu paresseux, hein, eh ben, il va prendre le chemin le plus facile pour lui. Et donc, si on lui apprend à donner un nom à chaque objet et puis de s'arrêter au dernier et considérer que c'est comme ça pour compter, c'est un chemin dans le cerveau, dans le carte neuronale qui est assez rapide et facile. Mais après, quand on veut le faire correctement et avoir une bonne compréhension du nombre pour aller plus loin en mathématiques, eh ben, le chemin est ardu. Et là, ça ne va pas, c'est beaucoup plus compliqué. Et certains élèves n'y arrivent pas. Tandis que si dès le départ, on prend ce chemin un peu plus ardu, mais en le faisant régulièrement, etc., eh ben, il va devenir de plus en plus simple. Quand vous marchez dans un bois, par exemple, eh ben, à force de marcher tout le monde sur au même endroit, ça devient un sentier qui est de plus en plus facile à prendre. C'est le même principe ici, pour notre cerveau. Je simplifie un peu. Donc on conseille alors de faire de nombreuses répétitions, mais dans différentes représentations et de différents contextes. C'est idéal pour apprendre. Donc, que ce soit n'importe quelle configuration, qu'on choisisse des points, les doigts, etc., on va varier toutes ces représentations-là et dans des contextes différents. Et on va essayer de prendre les bons chemins dès le départ. Donc, le bon vocabulaire, les bonnes bases. Le petit conseil, c'est déjà adopter une posture positive d'apprentissage. Pour les mathématiques, c'est ce qu'on a vu au début, c'est souvent plus difficile car il y a beaucoup d'enseignants, mais aussi beaucoup de parents qui n'aiment pas trop les maths. On va aménager pour ne pas mettre en double tâche, pour ne pas mettre de difficultés visuelles, etc., pour permettre une bonne visualisation, de ne pas vraiment confort aussi au niveau d'être bien positionné, enfin tout ça. Laura, je sais bien qu'Omigo a fait tout un document dessus. Utiliser ce qui est disponible dans son environnement. C'est comme en communication alternative et améliorée, on ne va pas tout préparer spécialement, surtout si on est parent. On conseille de prendre tout ce qu'il y a autour de nous. Ce sera encore plus parlant et motivant pour la personne. Par exemple, compter dans le bain. Moi, j'aime encore bien faire ça à mon fils quand il était petit. Je faisais la douchette sur lui ou je le lavais au gant de toilette et je lui disais, je te lave une main et je lave l'autre main. Tu as deux mains. Je passe sur ta jambe, une jambe et encore une jambe sur tes deux jambes. Et avec des petits doigts de pied. Un doigt de pied, encore un, encore deux et un cinq, etc. Mais on a qu'un nez quand on nettoie. Les dents, ça fait beaucoup, hein. Mais ça augmente. On peut faire des terrassis comme ça. On adopte un vocabulaire précis lorsque vous parlez à votre enfant ou élève. Par exemple, au lieu de dire simplement « Oh, regarde les ballons !»
On peut dire, et regarde, il y a deux ballons, un gros ballon et un petit ballon. Deux. Ou un gros ballon et un petit ballon. Deux. Quand on met la table, alors ça c'est super, c'est génial en mathématiques parce qu'on a plein de choses, mais par exemple, on va mettre 5 assiettes pour manger ce soir. Alors, on met une pour papa, une pour maman, je mets une assiette pour Esteban, une assiette pour Inès et une assiette pour Pablo. Et puis je dis à mon fils alors, ah, aujourd'hui Mansour vient manger aussi. Donc on va mettre une assiette en plus pour lui. Donc nous avons 6 assiettes. Là c'est l'itération. C'est un exemple. On peut faire la correspondance terme à terme puisque j'ai mis 6 assiettes. Combien est-ce que je dois prendre de fourchettes pour que chacun ait une? Et là on va compter. Je vais en prendre 2, encore 2, j'en ai 6. On vérifie en les mettant. Ou j'ai une pizza. Je la coupe en deux. J'ai 2 parts, mais non, on est beaucoup plus. Je vais encore la couper en 2 de chaque côté, ça fait 4 parts, etc. Vous voyez où je veux en venir. C'est presque infini. Un autre sujet dans le même sens, c'est pour cuisiner. Cuisiner, on a parfois l'impression que les recettes, c'est vraiment rien que pour faire des repas, mais c'est une activité pédagogique vraiment très très riche. Donc cuisiner, ben il me faut 5 œufs. Ah, la boîte. Dans la boîte, il y a 6 œufs. Je vais prendre les 5. Ah, il en restera une. J'ai 5 places vides et j'ai encore un œuf, etc. Ou la quantité, les capacités, et vraiment c'est infini. L'ordre des étapes, on commence par ça, ensuite je fais ça, le four. Il y a vraiment beaucoup de choses en cuisine qui sont très importantes. Classer les vêtements. Par exemple, trier les chaussettes. Donc, vous videz votre sèche-linge et alors ça vous permet de mettre les petits pantalons de votre enfant. D'un côté, ils sont plus petits. Je fais un tas avec les habits de papa qui sont plus grands. Ça me permet de faire des classements aussi. Et puis, trier les chaussettes, par exemple, c'est un très bel exercice. Et en plus, c'est par bon, donc on peut le faire ensemble. Vous prenez tout le tas de chaussettes et on va mettre toutes les paires identiques, toutes les chaussettes identiques ensemble. Ça nous permet aussi de voir le nombre d'œufs régulièrement, mais aussi de faire des classements. On remarque tous les chiffres qui l'entourent. On les fait remarquer quand on se promène dans la maison, etc. Et on différencie les numéros des nombres d'œufs à chaque fois grâce à notre vocabulaire. Avec les jeux de société adaptés. Donc là, vous voyez par exemple au-dessus, près de ma rogneuse, des jeux de société que je crée. Sinon, vous avez le fameux jeu des proutes gaz out de Mattel qui permet d'avoir un retour auditif. Donc on pêche une carte et on voit de 1 à 5 ou la croix qui vaut 0, combien de fois il faut appuyer dessus. Et à un moment donné, ça fera une proute. Et donc on a le geste qui nous permet d'avoir une bonne compréhension du nombre, le retour auditif de la petite goutte qui fait gloup, gloup, gloup. On évite de compter 1, 2, 3, 4, 5 en le faisant, mais par contre on peut faire à chaque glouc, montrer des doigts à chaque petit glouc. Et puis on a le chiffre écrit qui nous donne aussi une correspondance entre l'écriture chiffrée et toutes les autres représentations du nombre. On a aussi, ça c'est pas vraiment dans le nombre, mais la souris robot, c'est plutôt, ça travaille plein d'autres choses en mathématiques. Le jeu Uno, le classique jeu Uno, où il faut reconnaître, il faut mettre le même chiffre ou la même couleur. Et puis aussi, par exemple, à Noël, on a fait avec Amélie Kézin, à l'espace ressources CA, un escape game. Et là, vous voyez une petite information, c'était l'enveloppe numéro 5 se trouve dans l'imprimante. Et donc là, on différencie aussi, on a différentes notions en numératie. Avec les jeux de société, c'est infini également tout ce qu'on peut faire et travailler en numératie. Puis nous, à l'école d'enseignement spécialisé de Sèvres, nous utilisons les NUMS. Donc c'est une méthode qui a été créée par Dragonbox avec Rémi Brissot, un pédagogue français qui est décédé il y a peu de temps. Et avant, il y avait les Pic-Bill, vous voyez la boîte orange à côté avec les jetons bleus. C'est l'ancêtre, c'est Rémi Brissot aussi qui l'avait fait. Que j'utilise, j'utilise toujours les boîtes Pic-Bill avec mes élèves également.
Donc il y a des réglettes type Cuisenaire, mais un peu plus avec plus de détails. Et puis, il y a une application, des livres, du matériel, et cetera. Et là, on fait vraiment une notion de l'unité dedans. Vous voyez, NUM 5, par exemple, quand on voit le scanner, on voit qu'il y a 5 unités. Il y a plein de repères visuels, il y a aussi repères auditifs. Les manipulations permettent vraiment de compenser le manque de manipulation motrice. C'est pas une méthode du tout faite pour le handicap. Peut-être pour ça que c'est pas mal. Et donc, c'est pour l'ordinaire. Ça se fait dans certaines écoles françaises, en Finlande et en Suède et en Belgique, chez nous. Et on a remarqué que c'était vraiment très chouette et vraiment accessible aux élèves. On va jusqu'où on peut. Quand on a déjà fait ce qui existe actuellement chez Enums, donc CP, CE1, alors on a vraiment des bases déjà, puisqu'on est jusqu'au nombre 1000, avec des multiplications, soustractions, additions, problèmes, etc. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille d'aller le voir. En tout cas, nous, ça fonctionne bien. Et à côté, on fait toujours d'autres choses également. Voilà quelques liens références. Je vais vous mettre un PDF en lien que vous pourrez imprimer ou télécharger avec les références de ce que j'ai dit, des textes de Rémi Brissot, etc., des articles téléchargeables sur Internet pour le partage. Et alors, n'hésitez pas à le télécharger si ça vous intéresse. Et je mettrai également dans les fichiers de la classe de Caroline. Merci. Alors maintenant, ce sont les questions.